Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de me retrouver pour ce nouvel épisode de Salut les rouflaquettes. J'ai pu avoir vos retours par rapport au premier épisode. Globalement, je suis content de ce que vous m'avez dit. Effectivement, le son était un peu trop faible, mais bon, j'avais mal paramétré ma console. Je me suis rendu compte qu'après l'enregistrement, et j'avais pas assez briefé mes invités sur l'importance de bien parler dans le micro. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué à faire, de parler dans un micro, et même si le micro est gros, on l'oublie vite, et naturellement on a tendance à se reculer, alors qu'en fait là je suis vraiment à peut-être 1 ou 2 centimètres pour vraiment que le micro prenne bien toute ma voix. Donc ça, j'essaierai d'être plus vigilant dans les épisodes à venir pour que les invités parlent bien dans le micro. Après, vous m'avez dit que ça manquait un peu de rythme, c'est vrai, ça risque de manquer encore de rythme sur quelques-uns des prochains épisodes, le temps que je m'habitue à l'exercice, parce que c'est vrai que même quand on se prépare très bien à quelque chose qu'on n'a jamais fait, on essaye vraiment de penser à tout, mais forcément on oublie des trucs, parce qu'il y a des trucs qu'on ne sait pas. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir, et on ne s'en rend compte qu'une fois qu'on est en train de le faire, ou alors qu'on est en train de regarder ou d'écouter le résultat. Par exemple, et c'est tout con, hein, mais c'est vrai que sur un podcast, il n'y a pas d'image. Donc même si nous, avec mes frères, on se voyait, on s'échangeait des regards, j'avais pas forcément conscience que pendant ces temps-là, en fait, c'était du silence. Et donc du coup, pour vous, il se passait rien. En tout cas, encore un grand merci pour l'accueil que vous avez fait à ce premier épisode. Aujourd'hui, pour le deuxième épisode, j'ai pas d'invité, parce que je voulais voir comment je pouvais tenir seul pour parler d'un sujet. Je vais pas vous mentir, moi j'ai déjà une liste préparée pour toute l'année de thèmes que je veux aborder. Et en face de chaque thème, j'ai mis 2 ou 3 noms de personnes que j'aimerais bien avoir avec moi. Mais je ne sais pas si ces personnes seraient intéressées pour donner leur avis dans une émission sur Internet, s'ils ont envie de faire ça. Et je ne suis pas sûr non plus qu'elles soient forcément disponibles le jour où je les préviens pour enregistrer, pour se libérer. Donc je veux voir assez tôt en fait dans le lancement de l'émission si ça ressemble à quelque chose, une émission où je suis tout seul, ou s'il faut vraiment, quitte à reporter des sorties, mais que je trouve des invités. Donc pour cette émission en solo, je vais vous parler d'une série que j'ai adorée et que j'adore encore. C'est la série Scrubs. Vous la connaissez peut-être pas, c'est une comédie dramatique, entre guillemets, qui se passe dans un hôpital. Elle fait partie de la liste très restreinte des séries où je me suis complètement identifié au personnage. Et ça fait partie des séries qui m'ont aidé à me construire et à construire mes valeurs. La liste est très restreinte parce qu'en fait, j'ai qu'une autre série en tête, c'est Smallville. Et Smallville, bien sûr, j'en parlerai dans un épisode et il devrait sortir en février. Donc juste avant de passer au sujet qui nous intéresse, je préfère vous prévenir que forcément, en parlant de Scrubs, je risque de vous spoiler un petit peu Scrubs, de vous le divulgacher, comme on devrait dire en français. Donc normalement, il n'y a rien de ce que je vais dire qui gâche vraiment l'expérience de visionnage de la série, d'autant plus que c'est pas une série avec beaucoup de suspense ou de cliffhanger, mais je préfère quand même vous avertir. Tout de suite, on va passer au sommaire de l'émission. Et au sommaire de l'émission, d'abord une présentation de la série. Par qui, quand, comment. Je vais essayer de répondre à ces questions. Qui dit série dit personnage. Je vais vous présenter les personnages principaux. Qui sont-ils? Que sont-ils dans l'hôpital? Je vous en dresse le portrait. Connaître les personnages, c'est bien, mais ce qui les rend vivants, c'est les acteurs. Je vais vous présenter le casting de la série. Ce sont des comédiens qui ont tous, je trouve, un niveau incroyable. Autre chose d'incroyable dans cette série, c'est la version française. Je vous expliquerai pourquoi je préfère en général les VO et pourquoi pourtant je regarde Scrubs en VF. Je vais vous parler aussi des musiques qui sont dans la série. C'est une part très importante de l'ambiance de Scrubs et vous verrez qu'elle est pensée avant même l'écriture des épisodes. Depuis tout à l'heure, je ne donne que des qualités. Est-ce que la série n'aurait aucun défaut? Si, elle en a un et c'est la saison 9. Je vous expliquerai pourquoi cette saison, c'est pas une vraie saison, même si elle n'est pas non plus complètement à jeter. Et pour finir l'émission, je vous parlerai de 2 épisodes qui sont juste incroyables. Surtout un des 2, j'en parlerai en dernier. Cet épisode-là, c'est vraiment une leçon d'écriture. L'autre, c'est un épisode de comédie musicale,
C'est sûrement le mieux réussi dans le genre des séries qui font des comédies musicales. D'ailleurs, puisque j'arrive à la fin de mon sommaire, je vais baisser le volume de la musique et je vais vous faire écouter le générique de la série. Après ça, je vous mettrai une petite playlist en fond de chansons chantées par le casting de Scrubs. Il y en a qui sont tirées de l'épisode comédie musicale et il y en a d'autres qui sont juste chantées par le casting parce que dans la série, ça chante quand même pas mal. Donc, je vous laisse découvrir, si vous ne connaissez pas, le générique. I can't do this all on my own. No, I know I'm no Superman. I'm no Superman. Donc, Scrubs, c'est une série qui a été créée en 2001 par Bill Lawrence. Elle est centrée sur la vie au Sacré-Cœur. Sacré-Cœur, c'est un genre de CHU pour nous, c'est un hôpital universitaire. Chaque épisode des 8 saisons, je parlerai de la 9e plus tard, chaque épisode est écrit comme une page du journal intime du docteur John Dorian qui commence dans le premier épisode son premier jour en tant qu'interne en médecine. Les épisodes ils font une vingtaine de minutes et la série elle est classée dans les séries médicales comédie dramatique. Donc la série est drôle, très drôle même, c'est pour ça que c'est une comédie et elle traite souvent de sujets graves comme la maladie ou la mort. Ce qui est logique pour une série qui se passe dans un hôpital, mais d'où du coup le mot dramatique. Sur la partie médicale, il faut quand même différencier Scrubs des autres séries du genre. J'ai regardé la liste des séries médicales les mieux notées de tous les temps sur Halluciné. Il y en a énormément, des anciennes comme des récentes. Par exemple, il y a Dr House, il y a Rush, c'est une série, je ne sais pas si vous la connaissez, moi je l'ai adorée, mais ça a duré qu'une saison malheureusement. Il y a aussi Nip Tuck, il y a Grey's Anatomy. Grey's Anatomy qui a fait 2 spin-offs, Private Practice et plus récemment Grey's Anatomy Station 19. Parmi les séries récentes, il y a aussi Good Doctor, il y a aussi New Amsterdam. Et les plus anciens d'entre vous se souviendront peut-être de Des jours et des vies, de Urgence, de Chicago Up, ou même de Diagnostic Meurtre. Alors pourquoi moi je classe pas Scrubs avec toutes ces séries-là ? Pourquoi je mets vraiment Scrubs à part ? Déjà, c'est la seule comédie. Et en plus, l'âme et l'univers de la série, c'est quelque chose de complètement différent par rapport aux autres. Par exemple, si on prend Urgence, dans Urgence, l'hôpital, c'est vraiment le cœur de l'intrigue. Dr House, c'est une série policière en fait. Sauf que la police, c'est les médecins, et le voleur, c'est une maladie. Grey's Anatomy, c'est une série médicale, mais sur un fond sentimental. Et Des jours et des vies, c'est le contraire. C'est une série sentimentale sur un fond de médecine. Scrubs, comme je vous le disais, c'est une comédie. L'hôpital, c'est un support qui sert à donner une morale à travers les situations que vivent les patients. En général, des fois, c'est aussi les situations que vivent les personnages principaux. Je fais une petite parenthèse. Dans la plupart des séries médicales, vous vous en doutez sûrement, il y a des médecins qui supervisent l'écriture du côté médical, pour pas qu'il soit dit complètement n'importe quoi. La série Scrubs, elle échappe pas à la règle. Il y a 3 médecins qui ont donné leurs conseils. À chaque épisode, il y avait Dolly Clock, il y avait John Turk et John Doris. John Doris, c'était d'ailleurs un ami de la fac de Bill Lawrence. Donc lui et Bill Lawrence étaient amis. Bill Lawrence, je vous rappelle, c'est le créateur du show. Et du coup, c'est par John Doris que Lawrence a été inspiré pour le personnage principal, John Dorian. Et John Turk, un autre médecin qui conseillait sur les épisodes, a inspiré un autre personnage de la série qui s'est appelé Christopher Turk. Donc ces conseillers, ils servent à donner du cachet à la série, pour donner l'impression que les personnages existent vraiment, et que les situations peuvent vraiment exister. Mais la production, elle s'est pas arrêtée là pour donner vraiment de l'authenticité, et a racheté un vrai hôpital qui était désaffecté pour en faire le lieu de tournage. Au rez-de-chaussée, il y avait le plateau de tournage, et dans les étages, il y avait plusieurs espaces. Il y avait les espaces bien sûr dédiés à l'écriture de la série. Il y avait aussi des salles de repos, une cantine pour pouvoir manger. Et il y avait même des garderies pour les enfants ou pour les animaux, des personnes qui étaient impliquées dans le tournage. Le fait de tourner dans un vrai hôpital, ça donne vraiment une cohérence pour que le spectateur y croit. Il y a beaucoup de séries, d'autant plus de sitcoms, qui sont en fait tournés dans des décors en carton, j'allais dire. C'est-à-dire des décors complètement fabriqués
Ou les appartements, par exemple Friends ou Big Bang Theory, les appartements n'existent pas vraiment. La partie où est la caméra derrière, c'est du public. D'ailleurs, parenthèse dans la parenthèse, Scrubs est une des rares séries, une rare sitcom à ne pas avoir été enregistrée en public et à ne pas non plus rajouter de réenregistrer en production. Donc ça fait vraiment beaucoup de particularités pour la série. Je ferme les deux parenthèses et je reprends là où j'en étais. Donc l'hôpital, c'est un support dans Scrubs qui sert à donner une morale via les situations vécues la plupart du temps par les patients. Le cœur de la série, ce sont ces personnages. Les personnages, ils sont humains, dans le sens où ils ont des doutes. Alors, ils doutent de leur capacité, comme on peut le voir dans pas mal de fiction. Ils ont des doutes techniques sur eux, mais ils doutent aussi de leurs sentiments. Ils ont des gros doutes émotionnels, et on sent que les personnages, ils peuvent baisser les bras à tout moment. Du coup, c'est beaucoup plus facile de s'identifier à eux. En parlant des personnages, je vais vous les présenter. Le personnage central de la série, c'est le docteur John Dorian, ou JD. C'est le narrateur de presque tous les épisodes, qui sont écrits comme une page de son journal intime. C'est la raison pour laquelle le titre des épisodes commence souvent par un possessif, comme Mon premier jour, Mon mentor, ou alors il y a des épisodes comme L'erreur de mon meilleur ami, qui restent en fait dans le même esprit, sauf que c'est la traduction qui limite la chose. JD, dans le premier épisode, il commence son premier jour en tant qu'interne de l'hôpital Sacré-Cœur, et il devient au fil des saisons résident puis titulaire. Il est très attaché à son image, il fait vraiment le maximum pour être aimé de tous, et il est aussi très professionnel, malgré le fait qu'il reste un grand enfant et qu'il adore s'amuser. D'ailleurs, il laisse souvent son imaginaire prendre le dessus, et son imaginaire, on le voit affiché à l'écran. C'est une particularité de la série. En fait, on peut penser que c'est parce qu'il écrit son journal, dans son journal, il écrit ces scènes-là, et du coup, tous ces délires, ils sont aussi filmés et présentés à l'écran. Son meilleur ami, c'est le docteur Christopher Turk. Ils ont tous les deux été à la même fac, ils étaient colocataires, ils restent colocataires d'ailleurs dans pas mal de temps dans Scrubs. Et Turk, lui, s'est tourné plutôt vers la chirurgie, là où JD se spécialise dans la médecine générale. Ils ont tous les deux le même sens de l'humour décalé, qui donne naissance à des situations loufoques, comme lorsqu'ils enfilent la même blouse pour être un docteur siamois multiethnique. Je vais vous faire écouter un des passages justement où il joue ce personnage. Les médecins siamois multiethniques. Fais-moi manger. Tiens, mon trésor. Ça descend tout droit dans notre unique colon. Oui, je crois que je me suis fait comprendre. Ah, alors dis-moi un peu, Carla. Est-ce qu'elle t'a invité dans son nouvel hôpital Je bois à notre victoire. Ou alors quand JD monte sur les épaules de Turk et qu'ils enfilent tous les deux une blouse géante pour être le médecin le plus grand du monde. Quelque chose que j'ai pas précisé en présentant les deux personnages, c'est que JD est blanc et Turk est noir. Donc je vous fais écouter la séquence sur le médecin le plus grand du monde. Salut à vous, citoyens, et bienvenue au Sacré-Cœur, demeure du médecin le plus grand du monde. Non, n'ayez pas peur, je suis un homme comme vous, à part que je suis un géant. Oh, je commence à avoir mal aux fesses. Allez, à mon tour, je grimpe. Turk, on a déjà fait le géant noir. Rappelle-toi ce qui s'est passé. La panique. Turk reste un excellent chirurgien et plus tard dans la série, il deviendra le chef du service chirurgie. Troisième personnage que je vais vous présenter, c'est Elliot Reed, qui fait aussi son premier jour au Sacré-Cœur pendant le premier épisode. C'est une jeune femme qui a le besoin de prouver à tout le monde qu'elle est capable, autant capable d'être un bon médecin que capable d'être une femme qui reste féminine. Il y a une tension sentimentale qui la lie à JD tout au long de la série. On se demande est-ce qu'ils vont finir ensemble ou pas. Elliot prouvera au fil des épisodes qu'elle est plus que compétente et dans la saison 6, elle accepte un poste en private practice à Sacré-Cœur. Vous savez sûrement, en Amérique, il n'y a pas tout à fait la même sécu qu'en France. Le Sacré-Cœur, il y a une partie d'hôpital public qui soigne tous les patients sans vraiment regarder leur couverture mutuelle, si on peut appeler ça comme ça. Et il y a une partie privée où simplement il suffit d'avoir beaucoup de pognon pour être soigné. Et donc Elliot accepte un poste dans la partie privée de l'hôpital, ce qui a deux gros avantages pour elle.
La première, c'est que ça double son salaire, parce qu'en plus, il faut savoir que ses parents étaient plutôt riches et l'aidaient financièrement, mais à un moment, ils ont décidé de couper complètement leur aide. Donc, ça lui fait un apport d'argent dont elle avait besoin. Et en plus de ça, ça coupe tout lien de subordination avec ses anciens supérieurs, Elliot avait un rapport très difficile avec eux. Un autre personnage vers lequel les internes peuvent se réfugier, c'est Carla Espinosa. C'est la responsable des infirmières de l'hôpital. Donc elle est déjà là depuis longtemps à l'hôpital, avant que le Scrubs commence. C'est un peu la figure maternelle des internes, celle qui cache aux médecins titulaires toutes les erreurs qu'ils peuvent faire. Dès la première saison, Carla et Turk se mettent en couple, et ils se marieront à la fin de la saison 3. Les internes peuvent aussi compter sur le docteur Perry Cox, qui est là pour les protéger à sa manière. C'est probablement le meilleur médecin du Sacré-Cœur. JD le considère comme son mentor. En apparence, c'est pas du tout réciproque. En apparence seulement, parce que malgré son côté très sarcastique, malgré le fait qu'il aime prendre tout le monde de haut, et malgré son indifférence face à ce que les autres peuvent penser de lui, c'est en fait quelqu'un qui aime profondément son métier et il n'hésite pas à enfreindre les règles de l'hôpital pour le bien de ses patients. C'est d'ailleurs le seul personnage à s'opposer frontalement à Kelso. Kelso, je vais vous le présenter juste après. Mais Cox, c'est vraiment pour moi le meilleur personnage de la série. C'est le personnage qui a l'évolution la plus grande et la mieux réussie. Et c'est vraiment pour moi le meilleur personnage et l'acteur joue le rôle à la perfection. Bob Kelso, donc je vous en parlais tout à l'heure, c'est le Chief of Medicine, c'est le médecin qui est en charge de la direction de l'hôpital. Dans le premier épisode, on laisse croire aux spectateurs que c'est lui le gentil de la série, c'est lui qui va protéger tout le monde, et qu'en fait, le Dr Cox, c'est lui le méchant. Mais c'est exactement le contraire qui se passe. Kelso, c'est un personnage qui est froid, qui est sans cœur, qui est misogyne, mais il a quand même quelques bons côtés qu'on découvre au fur et à mesure des saisons, pour pas non plus qu'on le déteste complètement. C'est pas rien à voir avec le personnage de King Joffrey, même si il y a quelques similitudes. Kelso il reste quand même sympathique. Donc ça, c'était les personnages vraiment principaux de la série. Après, il y a d'autres personnages un peu plus secondaires, comme par exemple le Todd, qui est un chirurgien qui est connu surtout pour ses high five et ses banana hammock. Je vous laisse regarder ce que c'est si vous ne savez pas. Il y a Ted Buckland, qui est un avocat dépressif. C'est l'avocat de l'hôpital. Il est à la tête d'un groupe de musique a cappella, dont on parlera après. Il y a Jordan Sullivan, qui est l'ex-femme / la femme de Cox. La relation est assez compliquée, que ce soit sentimentalement ou administrativement. Et donc tous les personnages, qu'ils soient principaux ou secondaires, ils ont quand même un rôle important à jouer à un moment ou à un autre. Et il y a un personnage qui n'est pas un personnage principal, mais que je dois vous présenter, c'est le concierge. Il y a un éternel conflit entre JD et lui, parce que dans le premier épisode, on le voit en train de réparer une porte qui est coincée, et JD passe par là, et il lui dit, peut-être que c'est une pièce qui est tombée, qui l'a coincée, et qui, du coup, c'est à l'origine du problème. Le concierge, il trouve effectivement une pièce, et il pense du coup que c'est JD qui est coupable. Et JD lui dit non, c'est pas moi. Et leur conflit vient de là, parce que il y a deux choses à savoir sur le personnage du janitor. Donc le janitor, c'est son nom en VO. Première chose, c'est qu'il ne devait pas exister. Je ne dis pas qu'il ne devait pas y avoir un personnage janitor dans la série. Ce que je veux dire, c'est que Bill Lawrence, le créateur, quand il écrivait la saison 1, il ne savait pas si ça allait marcher ou pas. Et dans le cas où le diffuseur aurait pas renouvelé le contrat et où la saison 1, ça aurait été la dernière, ben en fait, à la fin, il avait prévu que le concierge, c'était une invention de l'esprit de JD. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la première saison, il interagit avec aucun autre personnage que JD. Et la deuxième chose à savoir, du coup, c'est que comme le personnage existe, il y a tout un background qui a été fait autour de lui. Et son nom, par contre, ça reste un mystère jusqu'au dernier épisode de la saison 8. Tout au long des 169 épisodes de la série, en tout cas des 8 premières saisons, il s'appelle juste le concierge, le janitor en VO. Et c'est dans le dernier épisode qu'on apprend enfin son nom. Il s'appelle Glenn Matthews. Et c'est dans cet épisode-là qu'on apprend aussi pourquoi il y a ce conflit vraiment avec JD. C'est que, en fait,
dans le premier épisode, il l'a vu faire tomber la pièce qui a coincé la porte. Il lui avoue à JD qu'il savait que c'était un accident, mais il n'a pas aimé que JD lui mente. Et c'est de là, du coup, que dans chaque épisode, vous allez voir le janitor qui va essayer de mettre des bâtons dans les roues à JD. Il y a des fois, c'est jamais malveillant, mais on sent que s'il peut le faire chier, il va le faire. Donc tous les personnages, ils sont très attachants, très criants de vérité, mais c'est beaucoup grâce au casting qui est d'un niveau stratosphérique. La plupart, ils n'étaient pas vraiment connus avant d'avoir joué dans Scrubs. Là, il y en a qui vont me dire que non, parce que c'est vrai qu'il y a par exemple Ken Jenkins, peut-être que ça vous dit quelque chose, ou John C. McGinley, peut-être que ça vous dit quelque chose. Moi, c'est des personnages, c'est des acteurs que j'ai regardé leur filmographie et j'ai pas vraiment reconnu de film. Il y a John C. McGinley, par exemple. Le seul film, je crois, que j'ai reconnu dans sa filmographie, c'est Seven. Et encore, il n'a pas un rôle non plus extrêmement important. Je ne vais pas le répéter pour chacun. Ils ont tous joué leur rôle à la perfection. Le rôle de JD, le personnage principal, il est joué par Zach Braff. Avant d'être casté pour la série en 2001, il travaillait comme serveur. Il a démissionné dès qu'il a su que c'était lui qui avait été choisi pour le rôle. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le tournage ne commençait que 4 mois plus tard. Donc il a profité pendant ce temps-là pour écrire un petit brouillon. Ce petit brouillon, c'est devenu le scénario de son premier film, Garden State, qu'il tournera 3 ans plus tard. Et il a réalisé pas mal de courts, moyens ou longs métrages. C'est d'ailleurs lui qui a réalisé le clip de la chanson Superman, qui est le générique de la série. Et il a aussi réalisé son deuxième film qui s'appelle Wish I Was Here, qu'il a écrit aussi. Et ce film, il l'a financé via une campagne Kickstarter. L'acteur qui incarne Turk, c'est Donald Faison. Dans sa filmographie, on le retrouve dans une série, à part Scrubs, une autre série de 64 épisodes en 4 saisons, qui s'appelle The Exes, et qui n'a jamais été diffusée en France. Alors moi, cette série, je ne l'ai pas vue, et je vous avoue que je n'ai pas vraiment compris de quoi elle parlait vraiment. Parce que le petit synopsis que j'ai trouvé, c'est en fait l'histoire d'une avocate spécialisée dans les divorces qui est propriétaire de plusieurs appartements. Et elle propose à 3 de ses anciens clients, dont le personnage joué par Donald Faison, elle leur propose de faire de la colocation dans un de ses appartements. C'est là que s'arrête le synopsis. Donc je ne sais pas vraiment après qu'est-ce qui se passe, mais voilà, cette série a quand même eu 4 saisons, mais n'a jamais été importée en France. L'actrice qui joue le rôle d'Elliot Reed, elle s'appelle Sarah Schock. On la retrouve dans quelques films et séries. Notamment, certains peuvent la connaître dans How I Met Your Mother, où elle a joué dans 10 épisodes. Elle jouait le rôle de Stella. Les autres rôles, ils sont joués par Judy Reiss pour Carla, John C. McGinley, dont je parlais tout à l'heure, jouait Cox, Ken Jenkins, que je parlais aussi tout à l'heure, c'est Kelso. Il y a Robert Machaut pour le Todd, Sam Lloyd pour Ted, Krista Miller pour Jordan. D'ailleurs, Krista Miller, c'est la femme de Bill Lawrence. Et c'est Neil Flynn qui joue le janitor. Quelque chose à savoir par rapport au jeu d'acteur, c'est que Bill Lawrence laissait beaucoup de liberté aux comédiens durant le tournage, et les acteurs pouvaient improviser pour ajouter un effet comique. Donc ils l'ont tous fait un petit peu. C'était vraiment anecdotique. Il y a Zach Braff qui le faisait un peu plus, donc l'acteur qui jouait JD. Mais Neil Flynn, lui, il n'y avait pas énormément de répliques dans chaque épisode, puisque c'est pas un personnage principal. Et du coup, ces répliques, il ne les apprenait jamais. Et il travaillait tout en improvisation, en essayant de suivre le fil conducteur imposé par Bill Lawrence. Ça, c'était le casting de la série. Mais le casting français pour la VF est aussi incroyable. Parce que Scrubs, comme je vous l'ai dit dans le sommaire, elle fait partie des seules séries que je préfère regarder en version française qu'en version originale. J'ai beaucoup de mal avec les versions françaises en général, parce que même s'il en existe des très très bonnes, comme par exemple Dr House, où je trouve que Féodor Atkin, le comédien de doublage qui double Hugh Laurie, je trouve qu'il fait un boulot magique. Et comme beaucoup d'autres acteurs de la série, comédiens de doublage de la série, mais il y a aussi beaucoup de séries, de versions françaises qui sont ratées. C'est souvent dû à une mauvaise synchronisation au niveau des lèvres,
ou des voix qui ne s'intègrent pas complètement dans l'ambiance sonore. On sent vraiment que ça a été rajouté. Ou des fois, c'est juste l'adaptation qui fait perdre une partie du sens original. Mais Scrubs, la VF, il n'y a rien acheté. Et les comédiens choisis ils sont tous très bons, avec une voxographie impressionnante. Donc là, je vais vous faire écouter quelques extraits pour 4 des comédiens que je vais présenter. Enfin, je vais présenter 5 comédiens ou comédiennes. Et je vais vous faire écouter 4 extraits pour que vous ayez la voix en tête. Peut-être que justement vous la reconnaîtrez. Premier acteur que je vais vous présenter, c'est Alexis Thomasian, qui double JD. Il a aussi fait la voix de Eminem dans 8 Mile ou Justin Timberlake dans The Social Network. Mais c'est aussi la voix de Martin Mystère, la voix du prince Zuko dans Avatar, le dernier maître de l'air, la voix de Fry dans Futurama. Et les plus vieux, peut-être que vous vous souvenez de Casse-Bonbon dans Les Razmoquettes, ou d'American Dragon, ou de Papyrus. Donc je vais vous faire écouter sa voix. On l'avait déjà entendu tout à l'heure dans Le médecin le plus grand du monde. Mais là, je vais vous la refaire écouter. Écoutez, docteur, si vous preniez la peine de lire ce dossier, vous verriez que ces analyses ont été faites hier, mais cela vous priverait sans doute du plaisir pervers que vous prenez à me démolir. Dommage, vieille baderne, parce que j'ai pris du grade cette année. Je ne fais plus les mêmes petites erreurs d'étudiant que je faisais l'année dernière. Et j'apprécierais que vous cessiez de hurler sur moi devant mon patient. Ensuite, il y a Véronique Desmadrilles qui double Elliot. Je vais pas vous faire écouter sa voix parce que moi, sa voxographie, je la connais pas tant que ça. Mais un autre personnage qu'elle double et que pour le coup je connais, elle double l'actrice Liz Schuyler qui joue Lexi Gray dans Grey's Anatomy. Il y a aussi Lucien Jean-Baptiste qui double le personnage Turk. Et lui, on peut l'entendre doubler Omar Epps dans Doctor House, donc Foreman. Et il double aussi Will Smith dans, par exemple, Je suis une légende ou dans Independence Day. Donc je vous le fais écouter. Arrête, toi au moins t'as pas offert à ta petite amie un objet tiré d'un rectum. C'était très court, mais voilà, c'était une petite réplique rigolote. Le rôle de Carla, il est doublé par Julie Turin, qu'on peut reconnaître derrière le personnage de Amy dans Futurama, ou de Pan dans Dragon Ball Z et Dragon Ball GT. À l'époque, elle doublait aussi Izzy McGuire. Elle roule, la bosse. Une chef de service qui s'occupe personnellement d'un patient, elle est peut-être pas si incompétente. C'est forcément une crétine. Pourquoi? D'abord, ce poste n'attire que les crétins. En plus, je sais reconnaître les crétins. J'ai épousé une crétine, j'ai divorcé d'une crétine. Tâche de rousseur. Je suis interrompu par des crétins. Donne-moi 2 minutes avec cette Maddox et je saurai avec certitude si c'est ou non une crétine. Bah allez-y, elle est là. Et donc, dans cette scène, Carla discutait avec le personnage de Cox et je l'ai gardé pour la fin parce que pour moi c'est aussi le meilleur, mais je suis pas objectif puisque c'est mon personnage préféré. Mais Hervé Joly qui le double, lui aussi c'est un comédien de doublage que j'adore. On peut l'entendre, alors ça moi je l'avais pas forcément remarqué ou alors j'avais oublié. On peut l'entendre faire divers personnages des rats. Des personnages de jeux vidéo aussi, que là par contre j'avais reconnu. Par exemple, il y a Miraak dans Skyrim. Miraak, c'est le dernier boss de l'extension Dragonborn. Et c'est un boss que j'ai jamais réussi à battre. Donc à chaque fois que j'entendais, mon cœur saignait un peu plus. Et c'est aussi la voix emblématique de Mark Harmon, l'interprète de Gibbs dans NCIS. Ou encore Joe Mantegna qui interprète David Rossi dans Esprit criminel. Et aussi Jack Coleman qui joue Noé Bennett dans Heroes. Heroes, une série que moi aussi j'ai adorée, mais qui malheureusement ne finit pas. Donc c'est bien dommage, mais peut-être qu'un jour quelqu'un décidera de reprendre correctement cette série pour en faire quelque chose de bien. Donc je vais faire écouter une autre réplique du Dr Cox, pour que du coup maintenant que vous connaissez sa voxographie, vous essayez de le reconnaître. Et c'est aussi une de ses meilleures répliques de la série. Et pour l'amour du ciel, est-ce qu'au moins tu te rappelles ce que tu fabriquais le jour où ils ont distribué le sens commun? Je n'en sais rien. Peut-être que tu étais en retard ce jour-là parce que tu n'arrivais pas à retrouver le string qui allait avec ce si ravissant jean que tu aimes tellement. Ou tu étais peut-être trop occupé à rebondir du popotin sur les inepties de je ne sais quel boys band qui t'hystérise la rate et du coup tu as raté le coche. Mais bien sûr, je n'en sais rien, je ne fais que supposer. Mais il y a un truc dont je suis sûr, c'est qu'ensuite tu es allé au supermarché de la connerie universelle et que tu as rempli à ras-bord 3 caddies histoire d'avoir des réserves jusqu'à la fin de ta vie. Là,
Donc, avant de parler de la musique, un autre élément encore plus important, peut-être l'élément le plus important de la série, et c'est tellement maîtrisé, je vais faire juste une petite pause pour parler d'une autre série, un tout petit aparté. En début d'émission, j'ai fait une liste de pas mal de séries médicales, et j'ai dit que Scrubs était la seule série comique de la liste qui se passe dans un hôpital. Alors c'est vrai que dans toutes les autres séries, il y a des petites blagues, des petits moments drôles, mais c'est pas des séries comiques. Et en fait, j'ai beau réfléchir, j'en vois qu'une seule autre de série médicale comique, et c'est une série française. Peut-être que certains d'entre vous y ont pensé dès que j'ai fait la liste tout à l'heure, ou peut-être qu'ils y pensent maintenant. La série dont je parle, c'est H, bien sûr. Alors, le point de comparaison qu'on peut voir, c'est que pour H aussi, l'hôpital, c'est juste un support. Après, il n'y a pas vraiment de morale à chaque épisode, c'est plutôt des sketchs qui sont faits dans un hôpital. Mais voilà, je pouvais pas ne pas parler de H quand je parle de séries comiques dans un hôpital. Et en plus, j'en ferai un épisode complet dessus en fin d'année. On revient à nos moutons et on va parler de la musique. Donc déjà, là, la musique qu'on entend derrière, c'est la musique la plus emblématique de l'épisode comédie musicale, où en fait, Turk et JD expliquent leur relation. Mais la première chanson qui vous restera en tête si vous binge-watchez la série, comme je suis en train de le faire en ce moment, c'est Superman du groupe américain Les Lobane. C'est le refrain de la chanson que je vous ai joué tout à l'heure et c'est le générique de la série durant les 8 premières saisons. Et dans la saison 9, c'est une reprise de cette chanson par Waz. Je vais vous faire écouter, vous allez voir que c'est pas tellement différent, mais c'est quand même beaucoup plus moderne. I can't do this all on my own. No, I know I'm no Superman. I'm no Superman. J'en profite pour dire 2 mots sur le générique. Si vous l'avez jamais vu, en fait, c'est une séquence de 13 secondes où on voit un personnage A avancer vers un lit d'hôpital, un dossier à la main, puis un personnage B mettre son stéthoscope autour du cou, prendre une radio, la donner à un personnage C qui la met sur les supports éclairés, là, vous savez, comme on voit dans les hôpitaux ou dans les films, les supports de lumière où on clip la radio dedans pour pouvoir la regarder. Donc, le générique se compose de ces 3 personnages-là qui font cette action, mais en fait, je donne pas de nom, je vous ai dit personnage A, personnage B, personnage C, parce qu'en fait, tous les personnages principaux de la série, ils incarnent au fur et à mesure le rôle du A, du B, du C. Et en fait, ça a été monté avec des petits fondus pour faire une séquence, mais jouée par plusieurs personnes. C'est un générique qui est très bien fait, mais dans lequel une petite erreur s'est glissée quand même. À la fin de la radio, donc à la fin du générique, il y a une radio qui est clippée sur le support. Sauf que Zach Braff, il l'a clippée à l'envers. C'est-à-dire que c'est une radio du thorax. Et sur cette radio, le poumon gauche est à droite et le poumon droit est à gauche. Donc dans presque tous les épisodes de la série, il y a cette erreur qui apparaît. Je dis presque tous parce que dans la saison 2, en fait, ils ont refait un nouveau générique qui reste dans le même style, mais sur un parcours plus long pour présenter plus de personnages. Et dans cette version du générique, la radio est bien clippée à l'endroit. Mais finalement, ce générique, déjà, il n'a pas été très bien reçu par le public. Et en plus, il était un peu plus long. Alors Bill Lawrence, il a choisi de reprendre le premier générique. Parce que en fait, la longueur du générique, lui, ça le gênait. Parce que c'était peut-être 5 ou 6 secondes de plus. Mais ça lui rognait du temps d'épisode. Et les épisodes ne font qu'une vingtaine de minutes. Donc Bill Lawrence a préféré reprendre. Il y a même des épisodes où le générique ne fait que 2 secondes. Et c'est juste la radio clippée avec Chris Scrubs. Donc du coup, mis à part quelques épisodes de la saison 2 et un épisode de la saison 5, il y a la radio qui a toujours été à l'envers. Et donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est Zach Braff qui a réalisé le clip de la chanson pour Les Lobane. Et en fait, c'est un clip qui est assez simple dans l'esprit, même si je dis pas que c'est simple de réaliser un clip, mais c'est un clip où on voit le groupe jouer la chanson au Sacré-Cœur, dans lequel il y a aussi des images sorties d'épisodes de Scrubs et des images de coulisses de tournage de Scrubs. Et quand je vous ai fait le sommaire de l'émission, je vous ai dit la musique c'était parfois pensé avant même l'écriture. Et ça parce qu'en fait régulièrement les auteurs ils avaient une chanson en tête quand ils écrivaient les scénarios. Et il y a même des fois où ils écrivaient un épisode autour des paroles d'une chanson. C'est pour ça que la chanson est vraiment très très bien intégrée dans Scrubs. Et c'est aussi pour ça qu'on entend beaucoup d'acteurs chanter ou siffler dans les épisodes.
Et il y a un personnage en plus qui donne de l'importance à la musique, c'est Ted Buckland, l'avocat. Comme je vous ai dit, en plus d'être juriste, c'est le leader du groupe de musique a cappella qui s'appelle les Joyeux Pinsons. Et donc le groupe, il a 4 membres. C'est tous des salariés de l'hôpital qui sont dans des départements administratifs. Donc Ted, il est juriste, par exemple. Il y a aussi, il me semble, un informaticien, quelqu'un qui est dans un contrôle de légalité ou quelque chose comme ça. Et ces 4 comédiens-là qui jouent ces acteurs, ils ont vraiment un groupe dans la vie. Un groupe qui s'appelle The Blanks. D'ailleurs, là, c'est The Blanks qu'on entend, en train de chanter le générique de la série. Donc complètement a cappella, c'est leur spécialité. Donc je vous ai présenté tout ce qui a fait la réussite de la série, mais maintenant on va parler des choses qui fâchent. Même si ça fâche pas vraiment, c'est quand même une petite ombre sur le tableau. On va parler bien sûr de la saison 9. Alors pourquoi je dis que la saison 9 c'est pas vraiment Scrubs? Parce qu'en fait la saison 9, elle aurait pas dû faire partie de Scrubs. Pour vous planter un peu le décor, toutes les saisons s'enchaînent sans qu'il y ait de saut dans le temps. C'est-à-dire que le début de l'épisode 1 de la saison 5 commence à la fin de le dernier épisode de la saison 4. Je dis ça, j'ai pas vérifié, si ça se trouve c'est pas du tout ça, mais en général, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, là j'en suis à la saison 4, parce que je vous ai dit que je suis en train de la binge-watcher, la série. De la saison 1 à la saison 4, en tout cas, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de temps qui se passe, qui s'écoule entre chaque saison, sauf peut-être quelques jours, mais comme entre chaque épisode en fait. Donc la saison 9, elle se passe 1 an et demi après la fin de la saison 8. L'hôpital, dans cette saison, il a été détruit, il a été remplacé par un campus universitaire, et dans ce campus, il y a Turk, Cox et Kelso qui sont devenus professeurs. Il y a JD qui donne quelques cours, mais en fait, ces personnages-là, ce ne sont plus les personnages centraux. Donc JD, c'est pas le personnage central. Et Turk, Cox et Kelso ne sont que des professeurs. Et les nouveaux personnages principaux, ce sont des étudiants. Donc en fait, quand Bill Lawrence a proposé cette intrigue, il l'a présenté en spin-off de Scrubs. Un spin-off, pour faire simple, j'en ai un petit peu parlé quand je parlais de spin-off de Grey's Anatomy. C'est une série qui est la petite sœur d'une autre, entre guillemets. Par exemple, Stargate Atlantis, c'est le spin-off de Stargate SG1. Il y avait aussi Stargate Universe. Ou alors il y a Les Experts, qui a 2 spin-offs, Les Experts Miami, Les Experts Manhattan. À la base, la saison 9 de Scrubs c'était pensé comme un spin-off de Scrubs. Ça aurait dû s'appeler Scrubs Med, mais la ABC, qui était le diffuseur, a refusé, sûrement pour pouvoir utiliser la force de la marque Scrubs et pensant qu'une autre série, ça n'aurait pas eu le même impact. Alors l'ambiance générale de la série de cette saison-là, ça reste la même ambiance que dans les 8 premières, mais je trouve que le casting est un peu moins bon. Et du coup, j'ai beaucoup moins accroché à ces épisodes qu'à ceux des 8 premières saisons. Et donc, pour finir ma présentation de Scrubs, je vais vous parler de 2 épisodes qui sont probablement mes épisodes préférés. Le premier que je vais aborder, c'est l'épisode 6 de la saison 6, qui a pour titre ma comédie musicale, et comme son nom l'indique, c'est un épisode qui a été écrit comme une comédie musicale. Ça a été la mode pendant une période de faire des épisodes comédie musicale dans une série. C'est parfois très raté parce que mal amené, ou parce que des chansons qui ne sont pas forcément bien écrites ou bien choisies. Évidemment, c'est pas le cas pour Scrubs. Sinon, je vous en parlerai pas. Les chansons ont été écrites pour l'épisode et servent la série, soit pour faire avancer l'intrigue, soit pour donner une vision de l'état émotionnel des personnages. Et c'est amené tout naturellement. En fait, l'épisode commence, JD et Elliot sont dans un parc, il y a une dame qui fait un malaise, et quand JD et Elliot vont la voir, cette dame n'entend plus les autres parler, mais elle entend les autres chanter. Alors c'est con, mais ça donne une raison au pourquoi de on va chanter pendant 20 minutes. D'ailleurs, la chanson qu'on entend là, c'est une chanson encore de la comédie musicale. Alors moi, quand je pense à d'autres séries médicales en plus, comme Dr House et Grey's Anatomy, qui ont tenté l'exercice de faire de la chanson dans un épisode, on se dit que c'est vraiment juste un kiff des auteurs, soit parce que ça leur plaît, soit pour faire de l'audience. Moi, par exemple, j'ai adoré l'épisode musical de Grey's Anatomy. Les acteurs ont une interprétation des chansons vraiment top. J'ai un peu moins aimé l'épisode musical de Dr House, même si Hugh Laurie c'est un excellent chanteur, et j'en profite pour vous glisser qu'il a sorti 2 albums de blues qui sont très très bien et que je vous conseille. Mais à part la performance des chanteurs dans ces 2 séries-là, par exemple, il n'y a pas vraiment d'explication
l'épisode n'est pas vraiment bon. Enfin, les 2 épisodes ne sont pas vraiment bons. Et pour les 2 séries, il n'y a pas vraiment d'explication aux chansons. Pour Scrubs, l'épisode était vraiment très bien écrit et aussi très bien réalisé. Je finis par vous présenter l'épisode qui est juste une masterclass d'écriture. Je vais vous le résumer, mais là, oui, je vais divulgacher complètement. Si vous avez l'intention de découvrir cet épisode, je vous encourage à passer cette séquence. Vous avez normalement les timecodes sur la page du podcast ou dans la description de la vidéo sur YouTube pour passer directement à la conclusion. Si vous avez décidé de rester, je vais vous planter le décor. Donc là, on est à l'épisode 14 de la saison 3. L'épisode, il s'appelle Ma faute à moi. Et à ce moment-là de la série, Dr. Cox s'est remis en couple avec Jordan et ils ont eu un fils qui s'appelle Jack. Dans cet épisode, Jack va avoir 1 an et Jordan veut lui fêter son anniversaire dans un parc avec d'autres enfants. Et pour l'occasion, ils invitent Ben, le frère de Jordan et le meilleur ami de Cox. Ben, on l'avait déjà découvert dans la saison 1. Et dans la saison 1, il avait eu une leucémie qui a été prise à temps et où il a été en rémission. Cox demande à JD de faire quand même quelques analyses pour vérifier que tout va bien. Mais JD lui répond qu'il n'a pas le temps parce qu'il s'occupe d'un patient qui risque l'arrêt cardiaque dans les 20 minutes. Mais Cox, comme Ben c'est son meilleur ami, il force JD à faire de Ben sa priorité. 20 minutes plus tard, ce qui devait arriver arriva. JD revient vers Cox, lui annonçant que le patient a fait un arrêt cardiaque. Cox remet complètement la faute sur JD, il lui reprend tous ses patients. Et pendant tout l'épisode, on voit Ben dire à Cox de pardonner à JD, que c'est pas sa faute. Donc Cox finit par le pardonner, et l'épisode se termine à la fête de Jack, où Ben demande à Cox de se pardonner lui-même. Je vais vous faire écouter cette scène de fin. Cox va demander à Ben où est son appareil, parce que Ben, il a toujours un appareil photo sur lui. Et vous allez reconnaître normalement, donc il y a une conversation entre Cox et Ben, et ensuite il y a JD qui intervient. Donc je vais vous faire écouter ce passage. Tu aurais quand même pu te changer. Mais quoi, je suis très chic. Tu vois un trou dans ce pantalon? Non. On y est presque. Écoute, fais encore une dernière chose pour moi. Non, tu ne m'empêcheras pas de boire de l'alcool. Je veux que tu te pardonnes à toi-même et que tu arrêtes de culpabiliser. Quand t'as une idée en tête. Ouais. D'accord. Bon. Alors où est ton appareil? Tu vas nous faire des photos. Des photos de quoi? Tu sais, la douzaine de bébés couverts de chocolat, les personnes qui chantent joyeux anniversaire à un gamin qu'ils n'ont jamais vu, toute la routine. Vous ne voyez pas où on est? Donc, quand JD lui demande « Vous ne voyez pas où on est ?» En fait, ce qui se passe dans cette scène elle est tournée comment? Il y a une caméra qui est pointée sur Ben et Cox qui discutent. Et quand JD parle, il y a une caméra qui est pointée sur lui et du coup, on ne voit plus les autres personnages. Donc, quand JD demande « Vous ne voyez pas où on est ?» La caméra est sur lui. Et quand la caméra revient sur Cox et Ben, en fait, Cox, il est tout seul. On comprend à ce moment-là qu'en fait, ils ne sont pas dans un parc, ils sont dans un cimetière. Et ils vont assister à l'enterrement de Ben. C'était lui le patient qui a fait un arrêt cardiaque au début de l'épisode. Et le Ben qu'on a vu tout au long de l'épisode, en fait, c'était une projection de l'esprit de Cox qui était en plein déni de la situation. Moi, je me suis fait avoir comme un bleu devant cet épisode. Parce qu'en plus, si on le regarde en connaissant la fin, il y a plein d'indices de ce qui se passe vraiment. Cox, c'est vraiment le seul à interagir avec Ben. Même si, des fois, il y a d'autres personnages avec les deux, on a l'impression que les autres personnages regardent Ben ou quoi. Mais en fait, quand on regarde bien, c'est pas du tout le cas. Et quand Cox reprend les patients de JD, ils sont devant le lit du patient qui était censé être mort, celui qui risquait l'arrêt cardiaque dans les 20 minutes. Mais on voit bien que c'est ce patient-là. Il est allongé, intubé, on pourrait penser qu'il est mort. Sauf que l'électrocardiogramme du patient, il bip. Donc ça veut dire que en fait, son cœur bat et qu'il n'est pas du tout mort. Cet épisode, il a été écrit comme un hommage à un film très connu. Donc si vous connaissez ce film, vous avez compris duquel je parle. Si vous ne l'avez pas vu, vous risquez d'être surpris le jour où vous allez le voir. J'ai pas grand chose à ajouter sur la série. Je vous encourage vraiment à la regarder parce que c'est vraiment une série qui est top.
Moi, quand j'ai essayé de faire voir à d'autres personnes, on me disait ouais, une série dans un hôpital, c'est compliqué, même si c'est drôle, c'est quand même compliqué, ça doit être lourd. En fait, pas du tout. C'est une série qui se laisse vraiment regarder facilement et qui vraiment. C'est une série feel good malgré tout parce que bah, justement, à chaque fin d'épisode, il y a une morale qui est donnée, qui donne à réfléchir sur nous-mêmes et c'est vraiment une série que moi, je vais pas vous le redire, j'adore vraiment ça. Je reconnais que c'est quand même pas évident de prime abord à s'y mettre parce que déjà, il faut passer les 6 premiers épisodes, 6 ou 8, je dirais, parce que c'est des épisodes comme tout début de série qui présentent un peu les personnages. Donc c'est des épisodes où il se passe pas vraiment grand chose et c'est compliqué. Honnêtement, c'est des épisodes qui sont assez difficiles à regarder parce que un peu ennuyeux. Et en plus, la série, elle est en 4 tiers. C'est pour ça que c'est aussi difficile à voir. La série, elle date pas d'aujourd'hui. Et c'est vrai que quand vous regardez ça sur une télé aujourd'hui, bah, vous avez les 2 bandes noires sur les côtés à gauche et à droite et ça fait bizarre. Mais la série, oui, elle est vieille, mais elle n'a pas vieilli. Parce que les thèmes qui sont abordés, ils sont toujours d'actualité. Et les blagues et les gags qui sont très visuels, ils marchent toujours. Dans cette série, en plus, si vous la regardez, vous verrez, vous reconnaîtrez sûrement beaucoup de guests qui sont invités tout au long de la série. Et l'évolution des personnages au fil des 8 saisons. Et ça a été très très réussi dans cette série. Surtout, je vous le disais tout à l'heure, celle de Cox, qui pour moi... Enfin voilà, c'est mon personnage préféré, je ne le redirai plus. Et dans cette série, même la fin, je trouve qu'elle est réussie. Donc la fin de la saison 8, bien sûr. Je trouve que c'est une fin qui est à la fois logique, mais qui n'est pas non plus évidente ou facile, comme on peut le voir dans beaucoup de séries. Et du coup, je trouve que, voilà, même ça, ils ont réussi à le faire. Donc pour finir... Comme pour le premier épisode, je vais faire un jeu concours pour gagner la saison 1 de Scrubs, pour la faire gagner à l'un d'entre vous. Pour participer, ça se passera sur Facebook. Il faudra laisser un commentaire sur le post du concours. Dans le commentaire, vous mettez qui, à votre avis, est mon personnage préféré, sachant qu'il y a quelques indices dans l'épisode. Et ensuite, ce post, vous le partagez. Et du coup, comme pour le premier épisode, je vais laisser Michael Kyle conclure. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. C'était Salut les rouflaquettes. À plus. Au revoir, à la revoyure, bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable t'emporte à 312 km. Ne reviens pas que je ne te revois plus, hasta la vista. Tire-toi et taille la route.